Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Au sommaire de l'actualité, le 15e sommet des chefs d'État de la CEMAC, la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, s'est ouvert ce vendredi à Yaoundé au Cameroun. Un sommet largement consacré à la conjoncture économique résiliente dans bon nombre de pays de la sous-région. Nous retrouverons sur place notre envoyé spécial. 10 millions d'enfants menacés par l'insécurité au Sahel, région en proie à une recrudescence des violences terroristes. L'UNICEF tire la sonnette d'alarme. Le football et ses valeurs enseignées aux enfants. Lancement au Rwanda du programme Football for Schools, une initiative de la Fédération internationale de football. 3 semaines après l'élection présidentielle remportée par le candidat du pouvoir, Bola Tinubu, les Nigérians sont appelés aux urnes ce samedi 18 mars pour élire les gouverneurs et les représentants des assemblées locales dans 28 États fédérés sur 36. Tous les yeux se tournent vers Lagos, véritable poumon économique du Nigeria. Le poste de gouverneur se joue entre le sortant Babajide Sanwo-Olu, candidat du parti au pouvoir, et Gbadebo Rhodes-Vivour du parti travailliste, dont le candidat Peter Obi est arrivé 3e à la présidentielle du 25 février pour les élections des gouverneurs. Selon les analystes de la vie politique nigériane, le poste pourrait, pour la première fois en 2 décennies, échapper à l'APC au pouvoir en faveur d'un gouverneur de l'opposition. Le sommet des chefs d'État de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale s'est tenu ce 17 mars à Yaoundé au Cameroun en présence des 6 chefs d'État des pays membres. Au menu des discussions, les conséquences économiques et financières de l'offensive russe en Ukraine, l'avenir du franc CFA, mais aussi la situation économique de la zone fortement fragilisée par les conséquences de la pandémie de Covid-19. Il s'agissait également de discuter des réformes devant permettre de nouveaux programmes de financement. Le point avec notre envoyé spécial à Yaoundé, Corinne Kamseone. Les travaux du 15e sommet ordinaire des chefs d'État de la CEMAC se sont tenus dans un contexte de crise mondiale généralisée dû aux effets de la crise du Covid-19, mais aussi du conflit russo-ukrainien. Si on peut saluer la résilience des économies de cette région, qui ont renoué tant bien que mal avec une croissance positive, les recommandations issues de ces travaux montrent que les défis restent importants. Ces recommandations permettront, entre autres, d'avancer sur le programme de réforme économique et financière avec les projets intégrateurs, d'améliorer le financement de l'institution par le recouvrement optimal de la taxe communautaire d'intégration, mais aussi d'accélérer le processus de fusion attendu des communautés économiques d'Afrique centrale pour une meilleure interaction avec le vaste marché africain. Bien entendu, ces chantiers qui ont pour finalité de consolider l'intégration des personnes, des services et des biens dans un esprit de solidarité et pour le développement doivent s'appuyer sur la bonne gouvernance et la sécurité. Des objectifs qui vont bénéficier d'un autre dynamisme avec le nouveau leadership incarné au sommet par le nouveau président de la conférence des chefs d'État de la CEMAC, le président centrafricain Faustin Archange Touadéra, qui a succédé au président camerounais Paul Biya. Démission en Tunisie du ministre de l'Intérieur, Taoufik Charfeddine, annonce faite ce vendredi lors d'une conférence de presse affirmant vouloir se consacrer à sa famille. Taoufik Charfeddine, 54 ans, était en poste depuis octobre 2021. Il était l'un des bras droits du président de la République, Kais Saied, de plus en plus contesté. Le désormais ancien ministre de l'Intérieur a joué un rôle de premier plan dans la mise en place du nouveau système hyper-présidentialiste. C'est Kamel Feki, là aussi un proche du chef de l'État, qui est nommé ministre de l'Intérieur succédant à Taoufik Charfeddine. Kamel Feki est un ancien cadre du ministère des Finances. Depuis 2021, il occupe par ailleurs le poste de préfet de Tunis. Dans l'actualité également, la libération jeudi dernier au Mali de l'ancien ministre Mahamadou Camara. Une libération sous caution, indique un communiqué de la Cour suprême. Mahamadou Camara était détenu depuis 1 an et demi pour usage de faux et complicité d'atteinte aux biens publics. Par contre, l'ancienne ministre de l'économie Boiré Phili Sissoko reste incarcérée.
Elle aussi pouvait bénéficier d'une libération sous caution, mais elle n'a pas pu s'acquitter du montant demandé. Boiré Fili Sissoko est poursuivi pour détournement de fonds publics. Son cas et celui de Mahamadou Camara sont liés. Une affaire de détournement de fonds publics qui remonterait à l'année 2014 impliquant l'achat de l'avion présidentiel et des contrats d'équipement militaire surfacturés. Corruption, contrebande, évasion fiscale, fuite illicite de capitaux continuent d'entraver le développement du continent avec des montants dépassant certaines années les 80 milliards de dollars. C'est l'équivalent de la somme de l'aide publique au développement et des investissements directs aux étrangers. Ces sorties de capitaux empruntent différents canaux. La Namibie figure parmi les pays en proie à ce fléau et pour lutter contre les flux illicites, les autorités annoncent la mise en place au cours des prochains mois d'un nouveau système de contrôle. Mildred Diamou. La Namibie s'emploie à réduire les flux financiers illicites grâce au numérique. Un système de contrôle dénommé Trade Verification System, introduit par l'Agence namibienne des revenus et la Banque de Namibie, devrait être opérationnel en octobre 2023 pour endiguer les sorties financières illicites dans le pays. Le système de vérification aidera à concilier le transfert transfrontalier de fonds avec le mouvement de marchandises dans le pays. Tout ce qui est importation et exportation sera davantage mieux cerné. Un tel dispositif permettra à l'État, par exemple, de mieux calculer ses taux de réalisation budgétaire avec un niveau de réserve de change bien géré également et par voie de conséquence des recettes budgétaires qui vont augmenter et seront davantage mieux gérées en les affectant à des services qui en ont le plus besoin. La lutte contre les crimes financiers demeure un enjeu de développement dans plusieurs pays africains. Les données de Transparency International montrent qu'en 2022, la Namibie a enregistré un score de 49 sur 100 par rapport à l'indice de perception de la corruption. L'initiative fait partie des efforts entrepris par le pays d'Afrique australe, visant à se conformer aux réglementations anti-blanchiment d'argent et contre le financement du terrorisme. Elle devrait servir d'outil de surveillance électronique des recettes d'exportation, améliorer le recouvrement des taxes et prélèvements liés aux importations, réduire ainsi l'évasion fiscale et la fraude liée au droit à l'importation. La mise en œuvre du Trade Verification System facilitera entre autres l'identification des auteurs potentiels de sorties illicites par les régulateurs et fournira ces renseignements pour des enquêtes plus approfondies et une éventuelle condamnation conformément aux différentes lois. Avec ce nouveau dispositif de lutte contre les flux financiers illicites en Namibie, la Namibia Revenue Agency annonce la mise à niveau du système mondial automatisé de données douanières Sidonia, avec l'introduction d'un champ permettant aux commerçants de déclarer les transactions commerciales en devises étrangères. Les commerçants seront également tenus d'insérer un numéro de facture sur le formulaire de dédouanement de l'agence, ce qui permettra au système de faire correspondre les marchandises déclarées à la douane avec le paiement effectué dans une banque commerciale. 10 millions d'enfants ont besoin d'une aide humanitaire d'urgence en raison de l'insécurité. Ces enfants se trouvent au Burkina Faso, au Mali et au Niger où l'on assiste à une intensification des attaques terroristes, des violences dirigées également contre les plus jeunes. Par exemple, au Burkina Faso, le nombre d'enfants tués au cours des 9 premiers mois de 2022 a triplé par rapport à la même période en 2021 d'après le bilan de l'ONU. Certains ont été victimes d'engins explosifs, improvisés et de munitions. Face à cette insécurité grandissante, il faut accélérer l'aide aux victimes. Écoutez John James, porte-parole de l'UNICEF. Près de 4 millions d'enfants sont à RIC dans les États côtiers voisins du Bénin, du Togo, de la Côte d'Ivoire et du Ghana. Cela est dû aux hostilités entre les groupes de sécurité nationaux et les groupes armés qui se multiplient de part et d'autre des frontières. Aujourd'hui, l'UNICEF lance une nouvelle alerte enfants en attirant l'attention sur le risque de voir périr les enfants du Sahel central. Ces conflits n'ont pas de délimitation claire, mais lentement et sûrement, les choses ont empiré pour les enfants et des millions d'entre eux sont maintenant pris au centre de cette crise. Nous avons vu des groupes armés opérer d'une manière qui bloque le fonctionnement des villes et des villages. Et nous voyons également des attaques délibérées contre les points d'eau où les familles et les enfants vont pour obtenir leur eau. Plus de 8300 écoles dans ces 3 pays, le Mali, le Burkina Faso et le Niger, sont désormais fermées en raison de la violence et de l'insécurité.
Ce sont des enseignants qui ont fui les écoles, ce sont des enfants qui ont trop peur d'aller dans les écoles, ce sont des familles déplacées, ce sont des bâtiments qui ont été attaqués et pris dans la violence. Au Burkina Faso, c'est plus d'un cinquième des écoles fermées en raison de l'insécurité. En fait, c'est presque un quart maintenant dans le pays. On en vient à présent au lancement au Rwanda du programme Football for Schools. La Fédération rwandaise de football est la 50e association membre de la Fédération internationale de football à rejoindre ce programme destiné à apprendre le football aux enfants. Mais l'apprentissage ne se limite pas qu'aux enseignements techniques de ce sport, car il s'agit aussi de transmettre un certain nombre de valeurs que le football entend également véhiculer, comme le respect des différences. Reportage Frater Ndaka Isenga. Elle, c'est la ministre rwandaise des Sports. Elle joue au ballon rond avec les enfants du groupe scolaire de Kicukiro à Kigali, accompagnée d'autres officiels de la FIFA. Ils viennent de lancer officiellement au Rwanda le programme Football for Schools, un programme de la FIFA où le football rencontre l'éducation et incite les enfants à acquérir des compétences de vie à travers des séances de football amusantes. C'est un programme de football qui allie le côté technique du football, donc on va dire apprendre les dribbles, les passes, les fondamentales du football, mais avec un côté éducatif. Donc c'est des compétences de vie qu'on essaie d'apprendre aux enfants à travers les sessions de football. Donc il y a plusieurs techniques éducatives qu'on utilise pour inclure ces compétences de vie à travers le football, et elles ont été créées, les sessions, avec l'aide de nos partenaires de l'UNESCO. Donc on a vraiment utilisé des spécialistes dans le foot pour l'aspect technique, la FIFA, et des spécialistes dans l'éducation pour l'aspect éducatif, l'UNESCO. Pour le moment, 40 entraîneurs ont été formés pour débuter le programme avec quelques écoles. Mais plus de 4000 écoles au Rwanda seront couvertes pour une enveloppe de 50 millions de dollars qui va être gérée par la Fédération rwandaise de football. Nous sommes déterminés à disponibiliser plus d'infrastructures sportives car ces enfants ont besoin d'un environnement sain et avec des standards de qualité pour s'entraîner et s'amuser et ainsi rehausser leur niveau sportif et devenir des stars comme ils le méritent. Le programme a été conçu au Rwanda en 2018 et il est aujourd'hui opérationnel dans 27 pays au monde, dont 14 en Afrique. Il vise à contribuer à l'éducation, au développement et à l'autonomisation d'environ 700 millions d'enfants dans le monde, ce qui permettra de rendre le football plus accessible aux garçons et aux filles du monde entier en intégrant des activités de football dans le système éducatif en partenariat avec les autorités et les parties prenantes concernées. Quelle équipe choisir au moment des sélections nationales? Une question qui se pose aux joueurs binationaux, un choix pas toujours évident. C'est notamment le cas pour les footballeurs français d'origine africaine. Mali, Algérie, Cameroun ou alors la France. Un choix parfois cornélien, comme vous allez le voir dans ce sujet signé José Douglas. Le sang ou le cœur? Les binationaux sont confrontés à un dilemme compliqué pour choisir leur sélection, mais ils sont souvent repérés dans les pays où ils ont grandi, en Europe, d'où les difficultés de changer de maillot. D'autres y parviennent comme le joueur lyonnais Oussem Aouar qui a choisi l'Algérie, ainsi que le latéral de Nantes, Jarouen Adjam ou Fares Chaibi, le milieu de Toulouse. C'est un phénomène aujourd'hui qui est partout en Europe. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de binationaux espagnols, binationaux hollandais, binationaux italiens, binationaux français qui décident de jouer pour les sélections africaines. Pourquoi? Parce que plusieurs facteurs expliquent cela. Notamment, déjà, le premier facteur, c'est le parcours exceptionnel du Maroc en Coupe du Monde qui donne envie à ces jeunes-là de s'identifier à des Achraf Hakimi, à des Hakim Ziyech, à des Mazraoui, etc., etc. L'Afrique qui perd beaucoup d'éléments comme Jules Koundé, Wissam Ben Yedder, Karim Benzema, Ousmane Dembélé, Kylian Mbappé, Presnel Kipembe, Kurt Zouma, Golo Kanté ou encore Paul Pogba qui évoluent pour la France. En Belgique, en Suisse, en Allemagne, au Portugal, aux Pays-Bas, en Suède ou encore en Espagne, nous retrouvons beaucoup de joueurs dans ces sélections qui ont aussi la double nationalité. Il y a aussi les échecs répétitifs, notamment des Franco-Algériens en équipe de France, où il y a souvent des problèmes, ça se passe pas très bien, ils sont un peu stigmatisés, à tort ou à raison d'ailleurs,
parce qu'ils ont aussi une part de responsabilité là-dessus. Et les échecs systématiquement de ces joueurs-là en équipe de France poussent aujourd'hui un certain nombre de jeunes à la réflexion. D'autres joueurs ont aussi fait le choix du sang, comme Geoffroy Kondogbia pour la Centrafrique et Paul-Georges Tepp pour les Lions indomptables du Cameroun. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.